Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 18 janvier 2018, voici la une du journal. Accord parfait entre le Cameroun et le RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, en phase ce jeudi avec le Premier ministre Philemon Yang pour leurs activités à venir. L'audience est en tête de ce journal. Accord parfait dans le réseau des producteurs et des distributeurs d'oignons dans l'extrême nord. Le produit vaut de l'or pour de nombreuses familles de paysans. C'est dans le dossier du 20h30. Accord parfait à Limbé entre la mission de la CAF et le comité local d'organisation de la CAN 2019. Dernière étape de la visite d'évaluation à suivre en page des sports. Voilà pour les titres. Le Cameroun renouvelle son soutien au RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, dont les membres en visite de travail au Cameroun étaient reçus en audience ce jeudi par le Premier ministre Philemon Yang. La délégation que conduit le Ghanéen Nana Kwasi a transmis des textes organiques de l'institution au chef du gouvernement. Le président du Conseil camerounais de la communication, Peter Essoka, était également présenté comme le futur président du réseau dès janvier 2019. Laurentine Bekono. Harmoniser les procédures et les mécanismes de régulation de la communication en Afrique, c'est le vœu émis par les membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication en remettant les tests organiques du réseau au Premier ministre Philemon Yang. Arrivé au Cameroun depuis le 15 janvier, la mission du comité d'orientation du RIAC que conduit son président, le Ghanéen Nana Kwasi, vient entre autres annoncer un double événement qui se prépare au Cameroun. Le premier événement, c'est la 9e conférence des instances africaines de régulation de la communication, qui est l'instance suprême de notre réseau. Le deuxième événement, c'est la célébration du 20e anniversaire du RIAC. Il est donc tout à fait naturel, au cours de cette mission, que nous venions informer les autorités camerounaises de ces deux événements que le pays va abriter. Pour la réussite de ce double événement, le RIAC sollicite l'accompagnement des pouvoirs publics. Que le Conseil national de la communication soit également appuyé, épaulé par l'État du Cameroun dans l'assumation des responsabilités qui seront les siennes au cours des prochaines années. Dans la salle des conseils de cabinet de l'immeuble Étoile, les échanges ont porté également sur la liberté de la presse, une valeur fondamentale en démocratie qui nécessite cependant un sens élevé de la mesure. Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de la communication est appelé à jouer un rôle de premier plan dans l'agenda 2018 du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Les membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication qui étaient également ce jeudi chez le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. René Emmanuel Sadi et ses hôtes ont évoqué les difficultés liées à la régulation de la communication tant au Cameroun que sur le continent africain. C'était peu avant la conférence de presse qui boucle cette visite de travail du RIAC au Cameroun. La synthèse, Oswald Modou. Avec un paysage médiatique divers et varié, au temps libre, le Cameroun a définitivement consacré la liberté à la presse. Seulement, cet espace médiatique en pleine éclosion n'est pas à l'abri de dérapages, d'où une nécessaire régulation. Et le sujet était au centre de l'échange entre la délégation du comité d'orientation du RIAC en visite au Cameroun et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Occasion pour René Emmanuel Sadi d'apprécier un secteur qui a encore un certain nombre de chantiers devant lui pour jouer pleinement son rôle. Nous pensons qu'il sera de notre devoir de faire en sorte que les décisions de ce Conseil national soient respectées, soient appliquées à chaque fois qu'il y a des débordements, qu'il y a des écarts, des agissements qui ne sont pas en conformité avec l'orthodoxie dans ce domaine. Et le CNC peut également compter sur le réseau panafricain pour davantage asseoir son autorité. Et la visite du RIAC est d'ailleurs aussi une sorte de mission de lobbying à cet effet. Une nécessité au moment où le CNC s'apprête à accueillir la 9e conférence des présidents du RIAC et le 20e anniversaire du réseau.
Un double événement qui verra le Cameroun porté à la présidence du RIAC pour un mandat de 2 ans. Sur le rôle, les prérogatives, les missions, le fonctionnement de l'instance, mais surtout sur la régulation comme elle doit être, la délégation du comité d'orientation a longuement échangé avec la presse locale. Le dossier du 20h30, comme tous les jeudis, met les régions en vitrine au journal. Direction l'extrême nord, région propice à la culture de l'oignon. La commercialisation de ces légumes est désormais une source de revenus importants pour de nombreuses familles. 220 000 tonnes d'oignons ont ainsi été écoulées dans la seule année 2016 par des paysans rompus à l'art de l'irrigation en zone aride. Abdoulaziz Amadou, chez les producteurs d'oignons de Godola. Il est désormais la principale source de revenus des milliers de familles dans la région de l'extrême nord et la localité de Godola en particulier. L'oignon s'est imposé au fil du temps dans la famille des cultures de rente. Il est cultivé 2 fois l'an. Il y a les saisons qui commencent à partir de la rentrée du mois de septembre. On plante ça. Ça fait 3 mois. On enlève. Il y a encore le mois de décembre. Ça finit jusqu'à mois d'avril comme ça là. Ça là c'est pour garder. Sa croissance nécessite beaucoup d'eau. S'il y a l'eau, l'oignon ça gonfle vite. Mais s'il n'y a pas l'eau, ça ne gonfle pas vite. L'oignon veut l'eau 2 fois par semaine. Mais cette denrée se fait de plus en plus rare dans la localité. Quand il n'y a pas l'eau comme ça là, il faut au moins chaque année tu achètes le moteur. Parce que ça se gâte. S'il n'y a pas l'eau, là, il n'y a pas de problème. Dès que tu démarres, l'eau sort seulement. Mais s'il n'y a pas l'eau comme ça, là, tu démarres, l'eau coupe. Tu rentres encore là-bas, tu augmentes le volume. Avec courage et détermination, Yanoussa et ses confrères parviennent tout de même à obtenir de bons rendements. Pour la saison-ci, 300 carreaux, tu peux avoir même 30-35. Mais pour la saison de décembre jusqu'à mois d'avril, là, comme ça, là, tu peux même enlever même 60, 70. Pour les experts, le plus grand défi dans la production de l'oignon est la conservation. Parlons donc de cette conservation de l'oignon dans la région de l'extrême nord. Voilà un produit qui mobilise maintenant un vaste réseau de distribution, des cultivateurs aux grossistes jusque sur les étals des détaillants. Une importante activité économique qui inclut les entrepôts de conservation de ces produits. Voici Maroua, point de convergence de cette chaîne, raconté par Abdoulaziz Amadou, une fois de plus. Aucun bénéfice n'est réalisable sans cette étape. La conservation est, de la vue de plusieurs experts, indispensable dans la commercialisation des oignons. En termes d'abord de magasins de stockage, il faut des magasins adaptés et aérés. Et dans les magasins, il faut procéder à ce que nous appelons les tris. Chaque 2-3 jours, il faudra trier. Il faut que le magasin soit ventilé et c'est quand toutes ces conditions sont réunies, on enregistre le moins de pertes de pourriture pendant la conservation. Seulement, les conditions climatiques ne permettent pas toujours à tous les opérateurs du secteur de s'en sortir. Il faut des moyens colossaux. Pour gagner, il faut absolument les stocker. Si tu ne stockes pas, en tant qu'un cultivateur qui n'a pas de moyens, c'est difficile pour lui pour s'en sortir. Alors il faut absolument les stocker et attendre les bons moments. Il y a de petites ruptures là, ça se sent que tu peux liquider et essayer de profiter, gagner. Outre Yaoundé et Douala, l'oignon produit à l'extrême nord est livré dans les pays voisins du Cameroun. Vers l'extérieur, on les écoule au Centrafrique. C'est là-bas notre base fin, au Gabon, Congo, dans les 3 pays là. Autre acteur clé dans ce circuit, les transporteurs. Je transporte un sac comme ça à 5 000. D'ici Yaoundé, c'est 750 000. Je peux dépenser même 400 000 pour la consommation. Une bonne organisation des producteurs permettra sans doute à cette filière de contribuer de manière considérable au développement socio-économique de cette région. Dans la suite du journal, parlons de la circulation dans les grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala. Véritable gageure aujourd'hui, cette circulation pourrait devenir plus simple demain avec le plan stratégique de mobilité urbaine. Le projet est en gestation au Cameroun et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouenchou, lançait les études de ce projet ce jeudi, ici même à Yaoundé.
Les partenaires que sont les agences de coopération françaises et allemandes sont mobilisés pour appuyer le Cameroun dans cette volonté de fluidification de la circulation urbaine. Philippe Roger Sama pour d'autres précisions. L'augmentation du parc automobile et la non-maîtrise du phénomène des mototaxis font des embouteillages une réalité quotidienne à Yaoundé et à Douala. Ajoutons à cela l'insuffisance des routes, le mauvais état de la voirie et la crise du transport de masse pour constater que circuler dans nos grandes métropoles, c'est parfois la croix et la bannière. La cérémonie de lancement des études en vue de l'élaboration d'un plan de mobilité urbaine soutenable est la réponse du gouvernement à cette situation. Ceci va nous permettre non simplement de résoudre ce problème de mobilité urbaine, mais de résoudre également le problème des physionomies de nos villes. Ce n'est pas simplement un problème de transport privé, mais également les transports de masse. Dans la vision stratégique des pouvoirs publics, il s'agit de promouvoir à Yaoundé et à Douala, dans la perspective de la CAN 2019 et au-delà, une planification de mobilité globale, participative et plus intégrée. L'Agence française de développement et l'initiative globale Mobilize Your City sont les partenaires clés de cette opération. L'AFD a deux rôles dans cette initiative. Premièrement, un rôle financier, un rôle de bailleur de fonds, mais aussi un accompagnement technique. Il s'agit vraiment de mettre les usagers au centre du processus, comprendre quels sont leurs besoins et adapter les infrastructures. Ce projet, qui va entrer dans sa phase opérationnelle à très court terme, est un bel exemple de coopération décentralisée. Il entend associer tous les acteurs urbains à l'effet d'opérer une transformation en profondeur pour une mobilité plus fluide dans nos villes. Le ministère des Postes et Télécommunications met le cap sur la réduction du fossé numérique en cette année 2018. Les priorités pour cette année sont définies depuis ce jeudi à la conférence annuelle des responsables de ce département ministériel qui se tient à Yaoundé. À ses collaborateurs, le ministre Minette Libom Liliken a prescrit diligence et précision pour accélérer l'avènement de l'économie numérique d'ici à l'année 2020. Irène Njanafouda. La révolution technologique et numérique transforme le monde en un village planétaire dans lequel le Cameroun suit le chemin qui fera de lui un pays numérique à l'horizon 2020. C'est la mission assignée au ministère des Postes et Télécommunications qui bâtit son plan d'action autour de l'économie numérique, la barre transversale sur laquelle reposent tous les secteurs de l'économie. Il ne s'agit pas seulement ici de parler des TIC, mais il s'agit aussi de parler du génie civil qui est basé sur les TIC. Il s'agit aussi de parler de l'énergie qui est basée sur les TIC. C'est véritablement le dénominateur commun à tous les secteurs du développement économique. L'économie numérique, c'est cette économie qui résulte des interactions entre les hommes, les organisations, les objets, les systèmes, les procédés. Le message est passé lors de la conférence annuelle qui réunit à Yaoundé les acteurs clés du ministère des Postes et Télécommunications. La hiérarchie les invite tous à se mobiliser pour tenir le même discours. Nous allons évaluer le chemin parcouru, les résultats engrangés, les difficultés rencontrées et maintenant élaborer la stratégie pour 2018. Résoudre les problèmes qui s'opposent aux Camerounais en y introduisant les TIC dans la résolution du problème. Vous comprenez que tous les secteurs sont concernés. Les travaux ouverts à l'ensemble des responsables de services centraux et déconcentrés visent à fixer le cap de l'émergence numérique. Le recteur de l'université de Yaoundé 2 a la découverte sur le terrain des établissements relevant de son champ de compétences. Le professeur Adolphe Minkwaché était ainsi ce mercredi à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales, à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, et puis à l'IFORD, l'Institut de formation et de recherche démographique, étape où nous retrouvons notre reporter Marthe Adam-Vondo. Le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkwaché, fait le tour du propriétaire. Nommé il y a 6 mois, c'est la première fois qu'il est accueilli officiellement à l'Institut de formation et de recherche démographique, l'IFORD. L'établissement sous tutelle de l'université de Yaoundé 2 à vocation sous-régionale forme des spécialistes en sciences de la population, des chercheurs et apporte un appui aux États membres. Cette visite de travail a un double objectif.
nous imprégner des réalités de fonctionnement de l'IFORD, nous enquérir des préoccupations de la communauté de l'IFORD. Le professeur agrégé des facultés de droit voulait également partager la vision qu'il a de l'université dont il a la charge. Vision qui voudrait que nous entrions à moyen terme ou même pas à court terme dans le top 100 des universités africaines, mais surtout que nous transformions notre université en technopole de sciences sociales. Et de ce point de vue, nous comptons beaucoup sur l'IFORD, qui est déjà une institution de référence, une institution d'excellence reconnue au niveau mondial. Cette année, 20 doctorants et une centaine d'étudiants issus de 22 pays de la sous-région sont enrôlés au programme de Master 1 et 2. Lorsque nous sortons de l'IFORD, nous sortons en tant que démographe, en tant que statisticien, nous sortons en tant que consultants dans différents domaines relatifs à la population. C'est nous qui faisons les politiques de population. Le professeur Adolphe Minkwache a pris durant cet échange la pleine mesure des attentes du personnel et des étudiants. Il promet pour l'essentiel une bonne connexion Internet, un groupe électrogène opérationnel et 5 hectares de terrain à soi pour la construction des nouveaux locaux de ce centre d'excellence et de référence sur les questions de population et de développement actuellement sur 2 sites à Yaoundé. Je vous invite à Douala pour la grande enquête du 20h30 qui remonte à la genèse du contentieux sur l'occupation illicite du domaine portuaire. 51 ménages sommés il y a de longs mois de libérer les emprises du port autonome de Douala viennent en effet d'être déguerpis de force et certains affirment avoir acquis ces parcelles auprès d'une autorité traditionnelle du département du Vouri. Le port autonome de Douala, quant à lui, soucieux de protéger son patrimoine, a été rétabli dans ses droits. Pour dénouer cet écheveau à Douala, Joseph Itote a mené l'enquête. Nous sommes ici au port de Douala, un espace circonscrit sur une superficie de 1000 hectares le long de l'estuaire du fleuve Vouri. Cependant, les premiers aménagements du port autonome de Douala n'ont mis que 400 hectares en valeur. La nature ayant horreur du vide, des Camerounais en toute ignorance en ont profité pour s'y établir. L'ordonnance du 6 juin 1974 qui fixe le régime domanial des terrains portuaires, c'est plus que ces terrains, c'est le domaine public portuaire et que ces terrains sont inaliénables, insaisissables et insusceptibles d'appropriation privée. Dans un contexte marqué par la concurrence et le souci de refondation de ses services, le port autonome de Douala a entrepris de mettre en valeur tout son patrimoine foncier. On est dans un environnement concurrentiel aujourd'hui et que le développement du port est axé beaucoup plus en zone aval. C'est à cet endroit que le port se développera pour maintenir sa place de leader au niveau du golfe de Guinée. C'est dans cette veine que les occupants illégaux ont été sommés de décamper. 51 ménages ont ainsi été déguerpis de force. Nous les avons rencontrés. Après le recensement que j'ai personnellement conduit sur le terrain, le port autonome de Douala a décidé de les accompagner à concurrence de 500 000 pour les baraquements, 1 million pour les habitations en matériaux semi-définitifs et 2 millions pour les habitations en matériaux définitifs. C'est un accompagnement social. Ce n'est pas une expropriation parce que ces gens sont installés sans droit ni titre. Les concernés n'ont plus leurs yeux que pour pleurer. Ils nous donnaient 200 000 pour quitter là-bas. On a vu que 200 000 est trop petit. Il faut qu'ils essaient de voir pour augmenter pour qu'on puisse les libérer. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Il y a maintenant d'autres gens qui sont passés par derrière. Alors récupérer leur argent. Nous, alors qu'on n'a pas pris, on vient maintenant nous casser, on nous met dehors. On est venu nous parler, proposer certains argents. On ne nous a pas donné. Et subitement on vient, on comprend que on vient avec l'engin pour nous casser. Hier on m'appelle à partir de 21h, on me dit que voisin, comme tu vois là, on veut déjà casser le chez toi. Je dis mais casser le chez moi comment? On a déjà tracé la route, ça fait déjà 6 mètres de la route que j'ai d'abord mesuré. Le port autonome de Douala, à travers son top management, est lancé dans un vaste programme de modernisation de ses structures pour plus de performance. L'économie du Cameroun en est tributaire. C'est donc une question d'intérêt général. Voilà qui est dit. L'ambassade de France soutient l'accès de la jeune fille camerounaise au TIC.
Son Excellence Gilles Thibault s'accordait ce jeudi avec l'association dénommée Coalition Digitale. Cette plateforme va former une douzaine de jeunes filles au métier du numérique pendant une période de 6 mois. Les précisions avec Valérie Haïda. Les jeunes filles auront certainement la possibilité d'avoir un avenir brillant. La chance qu'elles ont, c'est celle de se voir orientées par des mentors tout au long de leur cursus scolaire, et ce grâce à cette dame. On s'est rendu compte que pour que le digital avance, il fallait que le secteur public, le secteur privé, les associations, le milieu académique et les jeunes innovateurs travaillent ensemble dans une coalition. Les bénéficiaires de ce projet ont été sélectionnés dans les filières scientifiques de certaines grandes écoles. Je sais quelles sont les difficultés que l'on peut avoir lorsqu'on est une femme dans un milieu qui est dominé par des hommes. Et on voudrait par ce programme de mentorat, d'abord faire comprendre à ces jeunes filles que c'est possible, elles peuvent y arriver. Leur faire partager l'expérience de mentors qui vont être des rôles modèles pour elles. La formation de mentorat dispensée à ces jeunes filles s'est faite en présence de leur marraine, la sénatrice Patience Ebumbu, première femme ingénieure du Cameroun. Après des heures d'échange entre mentorés, mentors et formateurs, la délégation s'est rendue en la résidence de l'ambassadeur de France qui les attendait. Je mentionnais l'exemple de jeunes femmes en France, où il y a aussi des barrières encore à faire tomber. L'une qui commande un bateau de guerre. Le bateau il est stationné actuellement dans le port de Douala. Elle a fait une école d'ingénieur, l'école navale de Brest, et elle a fait une seconde école d'ingénieur dans le domaine des hautes technologies et du numérique. Ça rappelle tout à fait le parcours des jeunes femmes qui sont mes invités ce soir. Des ministres ont également pris part à cette soirée que son Excellence Gilles Thibault a voulu symbolique et pour encourager ses compétences futures dont a besoin notre pays. Dans ce même domaine du numérique, la boucle est désormais bouclée pour l'opération baptisée Club.0 Est. La dernière vague d'apprenants de l'IAI Cameroun recevait ses parchemins ce jeudi à Bombang, cérémonie sous la houlette du ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph Lé, parrain de l'opération. Denis Amand est à l'Est. Cette convention, signée au lycée classique d'Abombang, qui servait de cadre à l'événement, vient booster la formation des jeunes en TIC dans le département du Oignon. Collaborer dans l'encadrement de la jeunesse camerounaise et donner la chance aux uns aux autres d'avoir accès au TIC. C'est pour nous une contribution de la commune pour apporter le soutien à l'initiative du couple présidentiel. Avec les 634 apprenants arrivés en fin de formation, l'on compte plus de 3750 personnes formées sur les technologies de l'information et de la communication depuis 2016. Cette initiative du ministre Lé va à coup sûr réduire le chômage et améliorer les rendements. Je voudrais ouvrir un cybercafé afin que les populations aient accès à l'outil Internet. À base du logiciel Excel, je pourrais mieux faire ma comptabilité et réduire mes pertes, gérer mon stock et passer mes commandes aussi. L'arrimage au TIC, une volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, implémentée dans le soleil levant par l'élite locale. Relayer le message du chef de l'État qui définit la politique de la nation. Il nous appartient de donner un contenu à cette politique, aux orientations qu'il a bien voulu donner, au cap qu'il a fixé. Il faut donc implémenter ça sur le terrain, de telle sorte qu'il y ait de la visibilité partout. C'est tout simplement ce qu'on essaie de faire. Un don en ordinateur a été offert au proviseur du lycée classique d'Abombang par le ministre Lé pour permettre aux élèves de se familiariser à l'outil informatique et un cadeau au promoteur du club 2.0 Est. La série sur le cacao dans le journal La Région du Sud, plus précisément le bassin de production de l'océan, veut voir au-delà de la baisse des prix du produit. Ici, les coopératives se multiplient. Les producteurs savent que c'est là le meilleur moyen de capter les appuis gouvernementaux. Retrouvons notre reporter Serge Atangana-Bisso à Bipindi et à Kribi à la rencontre de ces paysans qui structurent la résistance.
La boutique est la traduction la plus aboutie de la logique de développement inaugurée en 2001 dans la contrée de Bipindi. Les pépinières éparpillées en sont les postes avancés. Bijou-Kafan, Bipindi-Ville et Vuzok. Une coopération est née qui fédère les forces, décuple les énergies. Nous avons réparti ces pépinières-là en fonction des adhérents. Nous avons comme activité principale le cacao. Faire des Bipindi un bassin de production. Ce port qui est à Kribi, ces industries qui vont transformer, on vise déjà à les ravitailler. Déjà 500 adhérents pour la COCAB de Bipindi, autant à l'agroforesterie industrielle de l'océan, logée au village Mbebe, sur la route aidée à Kribi. Se mettre ensemble ne suffit pas, toutefois. Depuis 2014, toutes les coopératives doivent migrer de l'inscription à l'immatriculation. C'est une directive de l'OADA dont le siège est à Lomé. Paul Biya me donne les choses pour donner aux jeunes, il faut que je le dise au Cameroun. Tout ce matériel appartient à la coopérative. Et je l'ai reçu en tant que président de la coopérative. Lorsqu'une coopérative est en règle aujourd'hui, elle peut se tourner vers l'État pour que l'État leur donne un certain nombre d'appuis. Là, vous voyez un peu notre magasin vide. Cette année, nous avons reçu en termes de quantification environ 16 millions de subventions. Et nous n'avons même pas pu distribuer tout. Si les plantations de Mbebe, elles, produisent déjà, à Bijouka, par contre, on entretient encore l'investissement. Les plants de cacao n'ont guère que 6 mois. Les planteurs ici et là ont pris l'habitude de recevoir 600 plants de cacao au moins, la quantité requise pour un demi-hectare chaque année. Au-delà du gué et sous la protection des bananiers, l'or vert qui grandit. La bananeraie fait encore écran, mais dans 18 mois tout au plus, ici, chaque plant de cacao produira individuellement entre 1 et 3 kilos. La force du groupe qui achète semences et produits phytosanitaires ensemble, qui travaillent ensemble, qui ambitionnent même de vendre ensemble pour que cesse la dictature des prix à l'international. Serge Atangana-Bisso dans les cacaoyères de Bijouka, non loin de Bipindi, pour la CRTV. On le sait, Serge, c'est l'union qui fait la force. Tout comme ici, à la salle des fêtes de Kribi, qui vient d'accueillir la toute première assemblée générale des Amazones du président Paul Biya. C'est là un groupe de dames provenant d'horizons et de formations politiques diverses. Leur objectif, soutenir le président de la République et sa politique d'autonomisation de la femme camerounaise. Les autorités administratives de Kribi et le sénateur Grégoire Mbamba, créateur de ce mouvement, ont salué les efforts de ces dames pour promouvoir le vivre ensemble et la préservation de la paix et le développement au Cameroun. Dieudonné Noira était de la fête à Kribi. Voici les Amazones du président Paul Biya, grandeur nature, rassemblées ici à la salle des fêtes de Kribi dans le cadre de leur toute première assemblée générale. L'Amazone sera plus rassurée dans le sérieux de l'association. Elle serait rassurée dans l'objectif qui est l'autonomisation financière de la femme. 3400 femmes aujourd'hui appartenant à ce groupe dynamique de femmes venant d'horizons divers et de plusieurs formations politiques. Leur idéologie, soutenir à l'unisson le président Paul Biya et sa politique à travers des actions d'envergure. Nous le soutenons parce que ces idéaux nous touchent. Nous sommes à l'océan aujourd'hui et je peux dire que nous avons bénéficié énormément des projets. Pourquoi est-ce que nous ne serons pas touchés? Pourquoi est-ce que nous serons prêts à repousser celui-là qui nous a tout donné? Ce n'est plus un parti, c'est les femmes du président Paul Biya. Elles sont là pour booster l'économie. Nous avons voulu vraiment, je répète, faire sauter le dogme des partis politiques en disant nous sommes du RDPC. Non, elles ont dit nous sommes de Paul Biya. Autorités administratives, directeurs généraux, magistrats municipaux et autres responsables, impressionnés par l'enthousiasme, par la légitimité de cette cause qu'elles défendent, ont tous répondu à l'appel des Amazones du président Paul Biya. Un génie dans la réflexion, n'est-ce pas, de pouvoir penser à un tel groupe, à l'existence d'un tel groupe dans notre zone. Je trouve que les idéaux que ces femmes poursuivent sont tout à fait nobles, donc elles méritent d'être encouragées. C'est pour ça que j'ai accepté leur invitation. 2016-2018, 2 années déjà que ce groupe existe à l'initiative du sénateur Grégoire Mbamba et des femmes elles-mêmes pour
pour saluer et scander au grand jour la pertinence des actions prises par le président de la République dans sa volonté de promouvoir la paix, le vivre ensemble, la sécurisation de notre pays, le dialogue, la démocratie. Politique encore, le secrétaire national à la communication, porte-parole de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que l'UPC n'a mandaté personne pour la représenter à la réunion pour la signature d'une plateforme autour de la candidature annoncée de Maître Akeremouna à l'élection présidentielle de 2018 tenue le lundi 15 janvier 2018 à Yaoundé. Le secrétaire national à la communication de l'UPC tient à rappeler que le parti participera à toutes les consultations électorales organisées au Cameroun dans cette année 2018 et que l'UPC, maire de la réunification et de l'indépendance du Cameroun, appelle au regroupement de tous les autres partis sans exclusive autour de ces idéaux. Depuis hier, 17 janvier, le Cameroun prend part au Salon international du tourisme qui se tient à Madrid, en Espagne. L'événement qui va se refermer le 21 janvier dans 3 jours est le point de rencontre mondial des professionnels de ce secteur du tourisme. C'est également un salon leader des marchés import-export en Espagne. Pour la délégation camerounaise, il va s'agir de vendre la destination Cameroun. Nous faisons le point des 2 premières journées du salon dans cette correspondance particulière de Maxence Ancel depuis Madrid. La Foire internationale du tourisme FITOU est l'une des grandes foires au monde. Les particularités des régions y sont représentées aux visiteurs de la foire, composées des décideurs de l'industrie touristique, tels que les agences de voyage et les associations touristiques. Vanter la destination Cameroun, présenter les produits, les différentes facettes du produit touristique camerounais. Et nous sommes vraiment très surpris de constater qu'il y a une très grande affluence à ce salon. Le Cameroun y prend part avec une délégation conduite par le ministre d'État Bello Bouba Maïgari du tourisme et des loisirs. La rencontre entre la délégation du Cameroun et le nouveau secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, M. Zourab, a porté sur la poursuite de la coopération intense entre le Cameroun et l'OMT, notamment dans les domaines du projet du tourisme durable pour l'élimination de la pauvreté, de la mise en place au Cameroun d'un compte satellite du tourisme et de la préparation en cours d'un projet communautaire transfrontalier pour la paix et le développement dans les pays riverains du lac Tchad. Au niveau de l'Espagne, le processus de promotion de la destination touristique Cameroun est en cours avec l'organisation des Duc Tours. Le journaliste espagnol a l'obligation d'écrire un magasin, d'écrire un journal pour faire la promotion touristique du Cameroun en Espagne. Jusqu'à la fin du salon FITOUR, le Cameroun prendra part aux différentes conférences et animations qui sont organisées. Et voici la page des sports, direction le Maroc. Pour les dernières nouvelles du Chan, les A' s'entraînaient encore ce jeudi au stade numéro 1 d'Agadir, et cette fois-ci loin des caméras et du regard des médias. Les derniers réglages s'accélèrent donc pour le deuxième match contre l'Angola. Ce sera samedi, le match de toutes les chances pour le Cameroun. Jean-Cyriac Bessé est l'envoyé spécial de la CRTV au Maroc. Sur la route qui mène au deuxième tour du CHAN Maroc 2018, les 4 équipes logées dans le groupe D détiennent encore leur destin en main au regard des résultats enregistrés à l'issue de la première journée de compétition. Les Lions indomptables A' du Cameroun, auteurs d'un faux pas face au Diable Rouge du Congo, occupent le dernier rang avec 0 point au compteur. Le Congo, l'Angola et le Burkina Faso se sont certes assurés un léger avantage, mais tout reste possible pour les 4 sélections nationales. Dans la bataille du groupe D, les plénipotentiaires camerounais ont présenté un visage séduisant lors de leur sortie inaugurale face au Congo. Une prestation qui met les experts d'accord sur la valeur du groupe de Rigobert Samba-Anak. J'avais une très grande équipe du Cameroun à qui je rends hommage au coach. Ça nous a donné vraiment du fil à retordre. Je vois cette équipe en finale. Ça, c'est comme je vois déjà les matchs que j'ai pu suivre. Techniquement, tactiquement et physiquement, ça a répondu. Bon, c'était notre jour. Ils ont joué un peu à la malchance. Ce samedi, face aux Palancas Negras d'Angola, les Lions n'ont plus droit à l'erreur. Ils ont l'obligation de produire un bon résultat
à l'issue de ce qui apparaît comme une session de rattrapage avant le 3e match prévu à Tanger contre le Burkina Faso. Pour les autres acteurs de ce CHAN 2018, ce soir, la Zambie s'est imposée en se qualifiant pour les quarts de finale devant la Côte d'Ivoire, battue par le score de 2-0 à Marrakech. La Côte d'Ivoire qui croise cependant les doigts et attend l'issue de la rencontre qui va opposer l'Ouganda à la Namibie, rencontre qui devrait déterminer son sort à ce CHAN. La mission des experts de la CAF achève son évaluation des préparatifs de la CAN 2019 dans la région du Sud-Ouest. Les experts ont écouté le comité local d'organisation et passé au peigne fin les infrastructures hôtelières et sportives des villes de Buea et de Limbe. Voici le film de cette visite dans le Sud-Ouest. Roger Samaki, Poro. C'est par le stade d'entraînement de Buea Town que le gouverneur du Sud-Ouest et sa délégation entament leur tournée. Le comité local d'organisation de la CAN 2019 notera que cette infrastructure devant servir de cadre d'entraînement aux équipes est quasi prête. Le stade de Moliko affiche lui aussi fière allure. En plus du Limbe Omnisport Stadium et son stade annexe, les membres du comité local d'organisation ont visité les 2 stades d'entraînement situés au cœur du chef-lieu du FACO. Pour ce qui est des infrastructures hôtelières et de la restauration, elles suscitent beaucoup d'espoir. Les membres du comité local d'organisation de la CAN 2019 l'ont constaté en sillonnant quelques hôtels au standing. Côté santé, le plateau technique de l'hôpital régional de Limbe a laissé bonne impression. Le gouverneur Bernard Okalia-Bilay et son équipe ont mis les petits plats dans les grands afin de permettre au Sud-Ouest et au Cameroun de décrocher une note satisfaisante aux experts de la CAF lors de la visite d'inspection prévue ce 18 janvier à Buea et à Limbe. Et c'est la fin de ce 20h30, la fin de cette évaluation de la CAF. L'accord parfait à retenir entre le Cameroun et le RIARC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, était reçu en audience ce jeudi par le Premier ministre Philemon Yang. Accord parfait dans le réseau des producteurs et des distributeurs d'oignons dans la région de l'extrême nord. Le dossier du 20h30 relatait le développement de ce produit qui vaut maintenant de l'or pour de nombreuses familles paysannes dans l'extrême nord. Et puis accord parfait à Limbe entre la mission de la CAF et le COCAN local de la CAN 2019. Dernière étape de la visite d'évaluation, c'était Limbe et Buea, raconté dans ce journal. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Marthe Adam Vondo. Vous serez en compagnie de Nicole Doudou et de Elvis Teke pour le minuit. Mais juste après ce journal, espace politique, et puis à 22h, prenez ce rendez-vous pour la rétrospective de l'année 2017 à la présentation Lucrèce Mdoundjemba. Et pour les éditions du week-end, dès demain 20h30, ce sera avec Karine Olive Yabit. D'avance, très bon week-end et à lundi 20h30. École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, et puis à l'IFORD, l'Institut de formation et de recherche démographique, étape où nous retrouvons notre reporter Marthe Adam Vondo. Le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkwaché, fait le tour du propriétaire. Nommé il y a 6 mois, c'est la première fois qu'il est accueilli officiellement à l'Institut de formation et de recherche démographique, l'IFORD. L'établissement sous tutelle de l'Université de Yaoundé 2 à vocation sous-régionale forme des spécialistes en sciences de la population, des chercheurs et apporte un appui aux États membres. Cette visite de travail a un double objectif, nous imprégner des réalités de fonctionnement de l'IFORD
nous enquérir des préoccupations de la communauté de l'IFORD. Le professeur agrégé des facultés de droit voulait également partager la vision qu'il a de l'université dont il a la charge. Vision qui voudrait que nous entrions à moyen terme ou même pas à court terme dans le top 100 des universités africaines, mais surtout que nous transformions notre université en technopole de sciences sociales. Et de ce point de vue, nous comptons beaucoup sur l'IFORD, qui est déjà une institution de référence, une institution d'excellence reconnue au niveau mondial. Cette année, 20 doctorants et une centaine d'étudiants issus de 22 pays de la sous-région sont enrôlés au programme de Master 1 et 2. Lorsque nous sortons de l'IFORD, nous sortons en tant que démographes, en tant que statisticiens, nous sortons en tant que consultants en différents domaines relatifs à la population. C'est nous qui faisons les politiques de population. Le professeur Adolphe Minkwache a pris durant cet échange la pleine mesure des attentes du personnel et des étudiants. Il promet pour l'essentiel une bonne connexion Internet, un groupe électrogène opérationnel et 5 hectares de terrain à soi pour la construction des nouveaux locaux de ce centre d'excellence et de référence sur les questions de population et de développement actuellement sur 2 sites à Yaoundé. Je vous invite à Douala pour la grande enquête du 20h30 qui remonte à la genèse du contentieux sur l'occupation illicite du domaine portuaire. 51 ménages sommés à de longs mois de libérer les emprises du port autonome de Douala viennent en effet d'être déguerpis de force et certains affirment avoir acquis ces parcelles auprès d'une autorité traditionnelle du département du Vouri. Le port autonome de Douala, quant à lui, soucieux de protéger son patrimoine, a été rétabli dans ses droits. Pour dénouer cet écheveau à Douala, Joseph Itote a mené l'enquête. Nous sommes ici au port de Douala, un espace circonscrit sur une superficie de 1000 hectares le long de l'estuaire du fleuve Vouri. Cependant, les premiers aménagements du port autonome de Douala n'ont mis que 400 hectares en valeur. La nature ayant horreur du vide, des Camerounais en toute ignorance en ont profité pour s'y établir. L'ordonnance du 6 juin 1974 qui fixe le régime domanial des terrains portuaires, c'est plus que ces terrains, c'est le domaine public portuaire et que ces terrains sont inaliénables, insaisissables et insusceptibles d'appropriation privée. Dans un contexte marqué par la concurrence et le souci de refondation de ses services, le port autonome de Douala a entrepris de mettre en valeur tout son patrimoine foncier. On est dans un environnement concurrentiel aujourd'hui et que le développement du port est axé beaucoup plus en zone aval. C'est à cet endroit que le port se développera pour maintenir sa place de leader au niveau du golfe de Guinée. C'est dans cette veine que les occupants illégaux ont été sommés de décamper. 51 ménages ont ainsi été déguerpis de force. Nous les avons rencontrés. Après le recensement que j'ai personnellement conduit sur le terrain, le port autonome de Douala a décidé de les accompagner à concurrence de 500 000 pour les baraquements, 1 million pour les habitations en matériaux semi-définitifs et 2 millions pour les habitations en matériaux définitifs. C'est un accompagnement social. Ce n'est pas une expropriation parce que ces gens sont installés sans droit ni titre. Les concernés n'ont plus leurs yeux que pour pleurer. Ils donnaient 200 000 pour quitter là-bas. On a vu que 200 000 est trop petit. Il faut qu'ils essayent de voir pour augmenter pour qu'on puisse les libérer. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Il y a maintenant d'autres gens qui sont passés par derrière. Alors occuper leur argent. Nous, alors qu'on n'a pas pris, on vient maintenant nous casser, on nous met dehors. On est venu nous parler, proposer certains argent. On ne nous a pas donné. Et subitement on vient, on comprend que on vient avec l'engin pour nous casser. Hier on m'appelle à partir de 21h, on me dit que voisin, comme tu vois là, on veut déjà casser le chez toi. Je dis mais casser le chez moi comment? On a déjà tracé la route, ça fait déjà 6 mètres de la route que j'ai d'abord mesuré. Le port autonome de Douala, à travers son top management, est lancé dans un vaste programme de modernisation de ses structures pour plus de performance. L'économie du Cameroun en est tributaire. C'est donc une question d'intérêt général. Voilà qui est dit.
L'ambassade de France soutient l'accès de la jeune fille camerounaise au TIC. Son Excellence Gilles Thibault s'accordait ce jeudi avec l'association dénommée Coalition Digitale. Cette plateforme va former une douzaine de jeunes filles au métier du numérique pendant une période de 6 mois. Les précisions avec Valérie Haïda. Les jeunes filles auront certainement la possibilité d'avoir un avenir brillant. La chance qu'elles ont, c'est celle de se voir orientées par des mentors tout au long de leur cursus scolaire, et ce grâce à cette dame. On s'est rendu compte que pour que le digital avance, il fallait que le secteur public, le secteur privé, les associations, le milieu académique et les jeunes innovateurs travaillent ensemble dans une coalition. Les bénéficiaires de ce projet ont été sélectionnés dans les filières scientifiques de certaines grandes écoles. Je sais quelles sont les difficultés que l'on peut avoir lorsqu'on est une femme dans un milieu qui est dominé par des hommes. Et on voudrait par ce programme de mentorat d'abord faire comprendre à ces jeunes filles que c'est possible, elles peuvent y arriver, leur faire partager l'expérience de mentors qui vont être des rôles modèles pour elles. La formation de mentorat dispensée à ces jeunes filles s'est faite en présence de leur marraine, la sénatrice Patience Ebumbu, première femme ingénieure du Cameroun. Après des heures d'échange entre mentorés, mentors et formateurs, la délégation s'est rendue en la résidence de l'ambassadeur de France qui les attendait. Je mentionnais l'exemple de jeunes femmes en France, où il y a aussi des barrières encore à faire tomber. L'une qui commande un bateau de guerre. Le bateau, il est stationné actuellement dans le port de Douala. Elle a fait une école d'ingénieur, l'école navale de Brest, et elle a fait une seconde école d'ingénieur dans le domaine des hautes technologies et du numérique. Ça rappelle tout à fait le parcours des jeunes femmes qui sont mes invitées ce soir. Des ministres ont également pris part à cette soirée que son Excellence Gilles Thibault a voulu symbolique et pour encourager ses compétences futures dont a besoin notre pays. Dans ce même domaine du numérique, la boucle est désormais bouclée pour l'opération baptisée Club Point 0 Est. La dernière vague d'apprenants de l'IAI Cameroun recevait ses parchemins ce jeudi à Bongbang, cérémonie sous la houlette du ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph Lé, parrain de l'opération. Denis Amand est à l'Est. Cette convention, signée au lycée classique d'Abombang, qui servait de cadre à l'événement, vient booster la formation des jeunes en TIC dans le département du Oignon. Collaborer dans l'encadrement de la jeunesse camerounaise et donner la chance aux uns aux autres d'avoir accès au TIC. C'est pour nous une contribution de la commune pour apporter le soutien à l'initiative du couple présidentiel. Avec les 634 apprenants arrivés en fin de formation, l'on compte plus de 3750 personnes formées sur les technologies de l'information et de la communication depuis 2016. Cette initiative du ministre Lé va à coup sûr réduire le chômage et améliorer les rendements. Je voudrais ouvrir un cybercafé afin que les populations aient accès à l'outil Internet. À base du logiciel Excel, je pourrais mieux faire ma comptabilité et réduire mes pertes, gérer mon stock et passer mes commandes aussi. L'arrimage au TIC, une volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, implémentée dans le soleil levant par l'élite locale. Relayer le message du chef de l'État qui définit la politique de la nation. Il nous appartient de donner un contenu à cette politique, aux orientations qu'il a bien voulu donner, au cap qu'il a. Des agissements qui ne sont pas en conformité avec l'orthodoxie dans ce domaine. Et le CNC peut également compter sur le réseau panafricain pour davantage asseoir son autorité. Et la visite du RIAC est d'ailleurs aussi une sorte de mission de lobbying à cet effet. Une nécessité au moment où le CNC s'apprête à accueillir la 9e conférence des présidents du RIAC et le 20e anniversaire du réseau. Un double événement qui verra le Cameroun porter à la présidence du RIAC pour un mandat de 2 ans. Sur le rôle, les prérogatives, les missions, le fonctionnement de l'instance, mais surtout sur la régulation comme elle doit être, la délégation du comité d'orientation a longuement échangé avec la presse locale.
Le dossier du 20h30, comme tous les jeudis, met les régions en vitrine au journal. Direction l'extrême nord, région propice à la culture de l'oignon. La commercialisation de ces légumes est désormais une source de revenus importants pour de nombreuses familles. 220 000 tonnes d'oignons ont ainsi été écoulées dans la seule année 2016 par des paysans rompus à l'art de l'irrigation en zone aride. Abdoulaziz Amadou, chez les producteurs d'oignons de Godola. Il est désormais la principale source de revenus des milliers de familles dans la région de l'extrême nord et la localité de Godola en particulier. L'oignon s'est imposé au fil du temps dans la famille des cultures de rente. Il est cultivé 2 fois l'an. Il y a les saisons qui commencent à partir de la rentrée du mois de septembre. On plante ça. Ça fait 3 mois. On enlève. Il y a encore le mois de décembre. Ça finit jusqu'à mois d'avril comme ça là. Ça là c'est pour garder. Sa croissance nécessite beaucoup d'eau. S'il y a l'eau, l'oignon ça gonfle vite. Mais s'il n'y a pas l'eau, ça ne gonfle pas vite. L'oignon veut l'eau 2 fois par semaine. Mais cette denrée se fait de plus en plus rare dans la localité. Quand il n'y a pas l'eau comme ça là, il faut au moins chaque année tu achètes le moteur. Parce que ça se gâte. S'il n'y a pas l'eau, là, il n'y a pas de problème. Dès que tu démarres, l'eau sort seulement. Mais s'il n'y a pas l'eau comme ça, là, tu démarres, l'eau coupe. Tu rentres encore là-bas, tu augmentes le volume. Avec courage et détermination, Yanoussa et ses confrères parviennent tout de même à obtenir de bons rendements. Pour la saison-ci, 300 carreaux, tu peux avoir même 30-35. Mais pour la saison décembre jusqu'à mois d'avril, là, comme ça, là, tu peux même enlever même 60, 70. Pour les experts, le plus grand défi dans la production de l'oignon est la conservation. Parlons donc de cette conservation de l'oignon dans la région de l'extrême nord. Voilà un produit qui mobilise maintenant un vaste réseau de distribution, des cultivateurs aux grossistes jusque sur les étals des détaillants. Une importante activité économique qui inclut les entrepôts de conservation de ces produits. Voici Maroua, point de convergence de cette chaîne, raconté par Abdoulaziz Amadou, une fois de plus. Aucun bénéfice n'est réalisable sans cette étape. La conservation est, de l'avis de plusieurs experts, indispensable dans la commercialisation des oignons. En termes d'abord de magasins de stockage, il faut des magasins adaptés et aérés. Et dans les magasins, il faut procéder à ce que nous appelons les tri. Chaque 2-3 jours, il faudra trier. Il faut que le magasin soit ventilé et c'est quand toutes ces conditions sont réunies, on enregistre le moins de pertes de pourriture pendant la conservation. Seulement, les conditions climatiques ne permettent pas toujours à tous les opérateurs du secteur de s'en sortir. Il faut des moyens colossaux. Pour gagner, il faut absolument les stocker. Si tu ne stockes pas, en tant qu'un cultivateur qui n'a pas de moyens, c'est difficile pour lui pour s'en sortir. Alors il faut absolument les stocker et attendre les bons moments. Qu'il y a là de petites ruptures là, ça se sent que tu peux liquider et essayer de profiter, gagner. Outre Yaoundé et Douala, l'oignon produit à l'extrême nord est livré dans les pays voisins du Cameroun. Vers l'extérieur, on les écoule au Centrafrique. C'est là-bas notre base fin, sur Gabon, Congo, dans les 3 pays là. Autre acteur clé dans ce circuit, les transporteurs. Je transporte un sac comme ça à 5 000. D'ici Yaoundé, c'est 750 000. Je peux dépenser même 400 000 pour la consommation. Une bonne organisation des producteurs permettra sans doute à cette filière de contribuer de manière considérable au développement socio-économique de cette région. Dans la suite du journal, parlons de la circulation dans les grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala. Véritable gageure aujourd'hui, cette circulation pourrait devenir plus simple demain avec le plan stratégique de mobilité urbaine. Le projet est en gestation au Cameroun et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouenchou, lançait les études de ce projet ce jeudi, ici même à Yaoundé. Les partenaires que sont les agences de coopération françaises et allemandes sont mobilisés pour appuyer le Cameroun dans cette volonté de fluidification de la circulation urbaine. Philippe Roger Sama pour d'autres précisions.
L'augmentation du parc automobile et la non-maîtrise du phénomène des mototaxis font des embouteillages une réalité quotidienne à Yaoundé et à Douala. Ajoutons à cela l'insuffisance des routes, le mauvais état de la voirie et la crise du transport de masse pour constater que circuler dans nos grandes métropoles, c'est parfois la croix et la bannière. La cérémonie de lancement des études en vue de l'élaboration d'un plan de mobilité urbaine soutenable est la réponse du gouvernement à cette situation. Ceci va nous permettre non simplement de résoudre ce problème de mobilité urbaine, mais de résoudre également le problème des physionomies de nos villes. Ce n'est pas simplement un problème de transport privé, mais également les transports de masse. Dans la vision stratégique des pouvoirs publics, il s'agit de promouvoir à Yaoundé et à Douala, dans la perspective de la CAN 2019 et au-delà, une planification de mobilité globale, participative et plus intégrée. L'Agence française de développement et l'initiative globale Mobilaz City sont les partenaires clés de cette opération. L'AFD a deux rôles dans cette initiative. Premièrement, un rôle financier, un rôle de bailleur de fonds, mais aussi un accompagnement technique. Il s'agit vraiment de mettre les usagers au centre du processus, comprendre quels sont leurs besoins et adapter les infrastructures. Ce projet, qui va entrer dans sa phase opérationnelle à très court terme, est un bel exemple de coopération décentralisée. Il entend associer tous les acteurs urbains à l'effet d'opérer une transformation en profondeur pour une mobilité plus fluide dans nos villes. Le ministère des Postes et Télécommunications met le cap sur la réduction du fossé numérique en cette année 2018. Les priorités pour cette année sont définies depuis ce jeudi à la conférence annuelle des responsables de ce département ministériel qui se tient à Yaoundé. À ses collaborateurs, le ministre Minette Libom Liliken a prescrit diligence et précision pour accélérer l'avènement de l'économie numérique d'ici à l'année 2020. Irène Njanafouda. La révolution technologique et numérique transforme le monde en un village planétaire dans lequel le Cameroun suit le chemin qui fera de lui un pays numérique à l'horizon 2020. C'est la mission assignée au ministère des Postes et Télécommunications qui bâtit son plan d'action autour de l'économie numérique, la barre transversale sur laquelle reposent tous les secteurs de l'économie. Il ne s'agit pas seulement ici de parler des TIC, mais il s'agit aussi de parler du génie civil qui est basé sur les TIC. Il s'agit aussi de parler de l'énergie qui est basée sur les TIC. C'est véritablement le dénominateur commun à tous les secteurs du développement économique. L'économie numérique, c'est cette économie qui résulte des interactions entre les hommes, les organisations, les objets, les systèmes, les procédés. Le message est passé lors de la conférence annuelle qui réunit à Yaoundé les acteurs clés du ministère des Postes et Télécommunications. La hiérarchie les invite tous à se mobiliser pour tenir le même discours. Nous allons évaluer le chemin parcouru, les résultats engrangés, les difficultés rencontrées et maintenant élaborer la stratégie pour 2018. Résoudre les problèmes qui s'opposent aux Camerounais en y introduisant les TIC dans la résolution du problème. Vous comprenez que tous les secteurs sont concernés. Les travaux ouverts à l'ensemble des responsables des services centraux et déconcentrés visent à fixer le cap de l'émergence numérique. Le recteur de l'université de Yaoundé 2 a la découverte sur le terrain des établissements relevant de son champ de compétences. Le professeur Adolphe Minkwaché était ainsi ce mercredi à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales, à Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 18 janvier 2018, voici la une du journal. Accord parfait entre le Cameroun et le RIARC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, en phase ce jeudi avec le Premier ministre Philémon Yang pour leurs activités à venir. L'audience est en tête de ce journal.
Accord parfait dans le réseau des producteurs et des distributeurs d'oignons dans l'extrême nord. Le produit vaut de l'or pour de nombreuses familles de paysans. C'est dans le dossier du 20h30. Accord parfait à Limbé entre la mission de la CAF et le comité local d'organisation de la CAN 2019. Dernière étape de la visite d'évaluation à suivre en page des sports. Voilà pour les titres. Le Cameroun renouvelle son soutien au RIARC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, dont les membres en visite de travail au Cameroun étaient reçus en audience ce jeudi par le Premier ministre Philemon Yang. La délégation que conduit le Ghanéen Nana Kwasi a transmis des textes organiques de l'institution au chef du gouvernement. Le président du Conseil camerounais de la communication, Peter Essoka, était également présenté comme le futur président du réseau dès janvier 2019. Laurentine Bekono. Harmoniser les procédures et les mécanismes de régulation de la communication en Afrique, c'est le vœu émis par les membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication en remettant les tests organiques du réseau au Premier ministre Philemon Yang. Arrivé au Cameroun depuis le 15 janvier, la mission du comité d'orientation du RIA que conduit son président, le Ghanéen Nana Kwasi, vient entre autres annoncer un double événement qui se prépare au Cameroun. Le premier événement, c'est la 9e conférence des instances africaines de régulation de la communication, qui est l'instance suprême de notre réseau. Le deuxième événement, c'est la célébration du 20e anniversaire du RIAC. Il est donc tout à fait naturel, au cours de cette mission, que nous venions informer les autorités camerounaises de ces deux événements que le pays va abriter. Pour la réussite de ce double événement, le RIAC sollicite l'accompagnement des pouvoirs publics. Que le Conseil national de la communication soit également appuyé, épaulé par l'État du Cameroun dans l'assumation des responsabilités qui seront les siennes au cours des prochaines années. Dans la salle des conseils de cabinet de l'immeuble Étoile, les échanges ont porté également sur la liberté de la presse, une valeur fondamentale en démocratie qui nécessite cependant un sens élevé de la mesure. Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de la communication est appelé à jouer un rôle de premier plan dans l'agenda 2018 du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Les membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication qui étaient également ce jeudi chez le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. René Emmanuel Sadi et ses hôtes ont évoqué les difficultés liées à la régulation de la communication tant au Cameroun que sur le continent africain. C'était peu avant la conférence de presse qui boucle cette visite de travail du RIAC au Cameroun. La synthèse, Oswald Modou. Avec un paysage médiatique divers et varié, au temps libre, le Cameroun a définitivement consacré la liberté à la presse. Seulement, cet espace médiatique en pleine éclosion n'est pas à l'abri de dérapages, d'où une nécessaire régulation. Et le sujet était au centre de l'échange entre la délégation du comité d'orientation du RIAC en visite au Cameroun et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et occasion pour René Emmanuel Sadi d'apprécier un secteur qui a encore un certain nombre de chantiers devant lui pour jouer pleinement son rôle. Nous pensons qu'il sera de notre devoir de faire en sorte que les décisions de ce Conseil national soient respectées, soient appliquées à chaque fois qu'il y a des débordements, qu'il y a des écarts.